Le récit de la campagne aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale tourne autour d'énormes formations de bombardiers larguant des centaines ou des milliers de tonnes de bombes sur le sol ci-dessous dans le but de réduire l'ennemi en miettes. Malgré les meilleurs efforts des équipages impliqués, larguer des bombes d'environ 15 377,96 mètres signifiait qu'un grand nombre d'entre elles manquaient leur cible prévue, ce qui signifie qu'ils se battaient et mouraient, souvent pour rien. Les commandants militaires ont contourné ce problème en ciblant des villes entières, mais lorsqu'il s'agissait de cibler des navires, il était presque impossible d'obtenir un succès de cette manière. Cependant, un brillant jeune ingénieur en Allemagne cherchait à retirer le contrôle de la bombe au destin et à donner à l'Allemagne une arme de grande puissance et d'une précision sans précédent. C'est l'histoire du naufrage du cuirassé Roma et de la naissance des armes guidées de précision, communément connues aujourd'hui sous le nom de bombes intelligentes. Bienvenue dans les guerres du monde. Le 31 octobre 1922, Benito Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie, nommé Premier ministre par le roi Emmanuel III suite à la soi-disant marche sur Rome par des milliers de partisans du Parti national fasciste de Mussolini. Au cours des années suivantes, au grand alarme de l'Europe, qui venait tout juste de se débarrasser d'un dictateur européen, Mussolini a utilisé son bureau pour instituer des lois qui réprimaient toute opposition à son règne, le laissant le leader incontesté du pays avant de commencer son expansion à partir de sa patrie. Mussolini avait de grandes ambitions qui étaient centrées sur la restauration de l'Empire romain. Il envisageait une Rome du XXe siècle dont l'influence s'étendait à travers l'Europe et l'Afrique. Mais bien sûr, cela le mettait en désaccord avec les empires modernes de la Grande-Bretagne et de la France, qui avaient tous deux leurs propres intérêts dans la mer Méditerranée qui séparait les deux continents. Inébranlable et croyant que l'Italie avait un droit divin à devenir la puissance dominante dans et autour de la Méditerranée, moins d'un an après son arrivée au pouvoir, il a ordonné l'envoi de troupes en Libye pour écraser les soulèvements de tribus rebelles opposées à la présence italienne dans le pays. Puis, plus tard la même année, un général italien qui tentait de négocier un accord entre la Grèce et l'Albanie a été tué près de la frontière contestée. Alors que les auteurs restent non identifiés, le fait que cela se soit produit en territoire grec a conduit Mussolini à les blâmer et a ordonné à la marine et à l'armée de l'air italienne de bombarder l'île grecque de Corfou, avant de débarquer 10 000 soldats. Moins de 5 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup en Europe avaient le sentiment qu'avec Mussolini au pouvoir, ils étaient déjà au bord d'un autre grand conflit européen. Finalement, les négociations menées par la Société des Nations, précurseur de l'Organisation des Nations Unies moderne, ont abouti à une résolution qui favorisait fortement l'Italie, ne serait-ce que pour apaiser Mussolini et empêcher l'éclatement d'une grande guerre européenne. Mais comme cette période de l'histoire l'a enseigné au monde, l'apaisement ne fait qu'augmenter l'agressivité de l'agresseur. Alors que Mussolini poursuivait son expansion vers l'extérieur, les marines britanniques et françaises ont commencé à adapter leurs nouveaux navires de guerre pour faire face aux menaces italiennes, ce qui n'a fait qu'encourager Mussolini à construire des navires pour contrer ces nouveaux navires. Une course aux armements était en cours, le prix étant le contrôle de la mer Méditerranée. En 1932, la marine française a commencé la construction de 2 cuirassés rapides, destinés à contrer la flotte de croiseurs lourds de l'Italie, et les nouveaux cuirassés de poche de classe Deutschland de l'Allemagne. Surnommés le Dunkerque et le Strasbourg, ces 2 navires pouvaient non seulement surpasser les croiseurs de Mussolini en termes de puissance de feu, mais pouvaient également les égaler en vitesse, un avantage que les croiseurs avaient précédemment pour échapper à tout engagement défavorable avec un cuirassé. Ayant appris la construction des 2 cuirassés français, Mussolini a exigé que la marine italienne développe une réponse, non seulement en qualité, mais aussi en quantité. Et donc,
En 1934, les chantiers navals italiens ont commencé à travailler sur 4 nouveaux cuirassés, destinés spécifiquement à rivaliser avec les Français. Au final, seuls 3 des 4 navires seront achevés, en commençant par le Vittorio, qui est entré en service le 6 mai 1940, suivi du Vittorio Veneto seulement 9 jours plus tard. Le dernier navire du trio serait achevé selon un design modifié le 14 juin 1942, moment où l'Italie était pleinement impliquée dans la guerre contre les Alliés. Ces navires représentaient une menace très réelle pour les Alliés, et la Royal Navy a affronté à plusieurs reprises le Littorio et le Vittorio Veneto lors de batailles mouvementées à travers la Méditerranée, en particulier autour du territoire britannique de Malte. Le 12 novembre 1940, les 2 navires étaient dans le port de Tarente lorsque la Fleet Air Arm de la Royal Navy a mené leur spectaculaire attaque surprise en utilisant des biplans Fairey Swordfish, transportant des torpilles et des bombes dans une tentative d'éliminer la flotte de surface italienne en une seule frappe puissante. Le Vittorio Veneto s'avérera être l'un des rares navires à s'échapper indemne, mais le Vittorio n'a pas eu autant de chance, subissant 2 coups de torpille de un 345,3 kg. Le cuirassé s'est rapidement rempli d'eau et a coulé de plusieurs mètres avant de se reposer au fond du port peu profond. Malgré les trous dans la coque, une grande partie de la superstructure et des machines a survécu, et en mars de l'année suivante, le navire avait été réparé et était de nouveau en action. Dans les mois qui ont suivi, la marine italienne affaiblie a livré des batailles acharnées contre des forces navales et aériennes alliées de plus en plus supérieures, et les 2 navires ont été à plusieurs reprises endommagés. C'est donc avec un certain soulagement que le 3e navire de la classe des cuirassés a été achevé en 1942, les commandants de la marine italienne étant impatients que le nouveau navire s'engage et espérant qu'il aura un impact significatif sur les Alliés, qui comprenaient désormais un grand nombre de navires de guerre américains. Le nouveau navire devait être nommé le Roma, en l'honneur de la capitale italienne et du foyer de l'ancien empire que Mussolini cherchait à restaurer. Prenant sa place en tant que nouveau navire amiral italien, le Roma et ses 2 sœurs ont quitté Tarente pour le port de Naples le 12 novembre 1942 en préparation pour attaquer les forces alliées débarquant en Afrique du Nord qui cherchaient à expulser enfin les Italiens et les Allemands du continent. Ces 3 cuirassés représentaient l'apogée de la puissance maritime italienne et étaient un spectacle impressionnant à voir. Cependant, ils étaient également une cible très prisée pour les sous-marins alliés. Pendant le transit vers leur nouvelle base, ils ont été repérés par le sous-marin de classe U de la Royal Navy, le Her Majesty's Ship Umbra, qui a lancé une attaque de torpilles infructueuse. Cependant, en signalant la localisation et la direction dans laquelle naviguaient les cuirassés, les Alliés savaient maintenant qu'ils étaient en mouvement et leur objectif était évident. Alors qu'ils étaient amarrés à Naples, le port a subi une lourde attaque aérienne par des bombardiers américains, et le relativement nouveau Roma a été touché par une bombe perforante larguée par une forteresse volante B-17. Heureusement pour le Roma, la bombe n'a pas explosé à l'impact, et au lieu de cela, sa trajectoire latérale l'a fait passer à travers le côté du navire avant d'exploser dans l'eau. Cela a tout de même causé des dégâts, et combiné à une autre détonation de bombe à proximité, le Roma a pris environ 2350 tonnes d'eau, mais comme le Littorio à Taranto, le Roma a survécu, et des réparations ont été rapidement entreprises. Le Roma a de nouveau été touché lors d'un autre raid aérien quelques mois plus tard, mais son lourd blindage l'a protégé de dommages sérieux. Il devenait évident pour tous que les 3 cuirassés, qu'ils soient en mer ou même stationnaires dans le port, étaient très difficiles à abattre. La guerre civile espagnole, qui s'est déroulée entre 1936 et 1939, a été une sorte de prélude à ce qui allait finalement arriver avec la Seconde Guerre mondiale. L'Italie et l'Allemagne ont envoyé des troupes pour soutenir leur allié Francisco Franco, ce qui leur a permis non seulement de tester leurs nouvelles armes au combat, mais aussi de perfectionner les tactiques pour les utiliser avant qu'un affrontement majeur avec la Grande-Bretagne et la France ne puisse éclater. L'une des leçons qui a été renforcée par l'expérience de combat allemande pendant le conflit était que toucher un navire à partir d'un bombardier à niveau, comme un Dornier ou un Heinkel, était assez difficile lorsque le navire ne bougeait pas,
Mais quand il bougeait, le seul facteur décisif en faveur d'un coup direct était souvent la chance à l'ancienne. Les plongées peu profondes, les bombes plus lourdes qui s'écartaient moins de leur point de visée, et les attaques à plus basse altitude avec des bombes plus légères ont toutes contribué à atténuer le problème, mais toutes avaient leurs inconvénients. Et bien sûr, la menace provenant du nombre toujours croissant de canons anti-aériens qui étaient installés sur les navires ne pouvait jamais être négligée. Pendant ce temps, en Allemagne nazie, l'industrie aéronautique d'Hitler était en effervescence pour construire des avions plus récents, meilleurs et plus avancés pour satisfaire la soif de domination militaire de son Führer sur l'Europe et au-delà. En conséquence, les fabricants étaient toujours à la recherche d'ingénieurs doués pour les aider à développer la prochaine arme qui pourrait attirer l'œil d'Hitler et leur attribuer un contrat de production lucratif. Un de ces ingénieurs était le docteur Max Kramer, né à Cologne le 8 septembre 1903. Dans les années 1930, ce jeune ingénieur relativement jeune était déjà une autorité reconnue dans le domaine de l'aérodynamique et des surfaces de contrôle des avions. C'est alors que Kramer travaillait au centre aérospatial allemand en 1938 qu'il a été chargé de répondre à une question. Une bombe larguée d'un avion volant à haute altitude pourrait-elle être guidée vers une cible? C'était une proposition intrigante et Kramer s'est rapidement mis à essayer d'y répondre. Il savait qu'il devait commencer par la bombe elle-même, puis ajouter des surfaces de contrôle aérodynamique orientables qui maintiendraient la bombe en vol vers le point visé. Il a rapidement commencé à dessiner des croquis d'une bombe équipée de petites ailes et d'une queue en forme de boîte, à l'intérieur de laquelle se trouvaient des spoilers orientables qui modifieraient la trajectoire de la bombe en redirigeant le flux d'air. Au final, Kramer a opté pour 3 ensembles de systèmes de spoilers de contrôle aérodynamique, dont 2 contrôlaient l'arme à la fois sur les axes de tangage et de lacet sous le contrôle de l'opérateur dans l'avion de lancement. Le 3e ensemble contrôlait l'axe de roulis de l'arme et était automatique, étant contrôlé par un gyro embarqué qui maintenait la bombe stable pendant son unique vol vers la Terre. L'arme guidée recevait des instructions de l'opérateur via une liaison radio dans l'avion de lancement, le récepteur aérien étant situé dans la queue. Grâce à cette liaison radio, l'opérateur pouvait donner des instructions à la bombe pour qu'elle ajuste sa trajectoire, la maintenant verrouillée sur la cible. Une méthode de guidage connue dans le jargon militaire moderne sous le nom de commande manuelle à la ligne de vue ou commande manuelle à la ligne de vue. Garder un œil sur une bombe tombant rapidement et la guider sur une cible était une tâche ardue, même pour les aviateurs les plus aguerris. C'est pourquoi une fusée éclairante a été incluse dans la queue, augmentant sa visibilité pour permettre au pilote de mieux suivre sa progression. Le système de Kramer a finalement été incorporé dans une bombe perforante PC-1400 qui pesait 1400 kg et avait été largement utilisée contre divers types de navires alliés, y compris les cuirassés. La nouvelle arme guidée était connue sous plusieurs noms, mais est le plus souvent appelée le Fritz X. Le PC-1400 portant déjà le nom de Fritz et le Dix étant ajouté pour le distinguer de son prédécesseur non guidé. Début 1943, l'arme était largement testée par un certain nombre d'avions allemands. Au final, il a été décidé que le Dornier Do-217 serait la plateforme de lancement la plus appropriée pour la nouvelle arme, et les membres de l'escadron de bombardiers KG-100, connus dans la Luftwaffe sous le nom de Vikings, ont commencé à s'entraîner avec dès que les armes sont devenues disponibles. Les résultats ont été spectaculaires. Avec une formation adéquate, un opérateur qualifié pouvait guider les bombes à moins de 15 mètres du point visé, au moins 50% du temps, tandis que 90% touchaient dans un rayon de 30 mètres. De tels résultats garantissaient presque d'infliger de lourds dégâts à tout navire visé, et cependant que le bombardier était en sécurité à 3,5 miles de distance. Il était maintenant temps de tester l'arme au combat, et le 21 juillet 1943, les Allemands ont effectué le premier raid aérien de l'histoire en utilisant des munitions guidées de précision larguées par avion. À ce moment-là, les forces alliées avaient débarqué en Sicile et expulsaient lentement les forces allemandes et fascistes italiennes, aidées dans certains cas par la population locale qui était farouchement opposée au régime de Mussolini. Baptisée Opération Husky, un objectif majeur pour les forces britanniques sous le commandement du général Bernard Montgomery,
était la capture du port d'Augusta sur la côte est de la Sicile, ce qu'ils ont réussi à faire le 13 juillet. Les Allemands ont donc décidé de tester leur nouvelle arme miracle en combat contre les navires alliés qui utilisaient maintenant le port, mais les résultats se sont avérés si décevants que les Alliés ignoraient qu'ils étaient attaqués par des armes guidées. Cependant, peu de temps après cette attaque, les Allemands ont déployé une arme similaire appelée le Henschel HS-293 contre le destroyer britannique Her Majesty's Ship Egret, réussissant à couler le navire au nord-ouest de l'Espagne. Celle-ci était guidée vers sa cible de manière similaire au Fritz X, mais incorporait un moteur de fusée pour accélérer la bombe devant l'avion lanceur, faisant du naufrage de l'Egret la première fois dans l'histoire qu'un missile anti-navire guidé avait été utilisé au combat. Un inconvénient de cette arme par rapport au Fritz X était que la charge militaire était nettement plus petite, ne pesant que 295 kg. Cela signifiait que bien qu'elle soit efficace contre les petits destroyers, les croiseurs légers ou les navires marchands, elle le serait moins contre les cuirassés lourdement blindés comme le Roma, et donc le développement des deux armes a continué, les ingénieurs allemands désireux de prouver leur valeur. Mussolini avait autrefois rêvé de grandes batailles dans lesquelles son armée remporterait des victoires glorieuses et construirait le nouvel empire romain du XXe siècle, mais la réalité s'est avérée tout autre. Ces campagnes contre les Britanniques et les Grecs avaient été de véritables désastres, et dans les deux cas, il a dû être sauvé par la Wehrmacht d'Hitler. La base de soutien militaire et industriel de l'Italie n'était tout simplement pas à la hauteur de la tension de combattre de tels conflits modernes, et avec Hitler qui n'était plus intéressé à les combattre, se concentrant plutôt sur l'Union soviétique, l'Afrique du Nord a été perdue et est devenue une base à partir de laquelle les bombardiers et les navires de guerre alliés pouvaient menacer le sud de l'Italie, culminant avec l'invasion de la Sicile avant de finalement se diriger vers le continent italien lui-même. Malgré ces années de répression contre toute opposition, à la fin de juillet 1943, il y avait ceux au sein même de la hiérarchie fasciste italienne qui réclamaient à la tête de Mussolini. Le 24 juillet 1943, le Grand Conseil du fascisme, qui ne s'était pas réuni depuis le début de la guerre, a convoqué Mussolini à une réunion où il a été informé qu'ils avaient décidé de nommer le roi Emmanuel III comme commandant en chef des forces armées italiennes. Mussolini était furieux, mais il y avait encore plus à venir. Le lendemain, le roi a démis Mussolini de toutes ses fonctions et l'a fait arrêter. Il a ensuite été transféré en prison en ambulance. Les dirigeants italiens se trouvaient maintenant dans une situation délicate, en particulier lorsque Pietro Badoglio a été nommé nouveau Premier ministre d'Italie. Badoglio savait que l'Italie ne pouvait pas continuer sur sa voie actuelle contre les Alliés sans faire face à la destruction sous les raids aériens alliés et la marche des troupes alliées de la Sicile vers le nord de la péninsule italienne. Mais en même temps, il devait également faire face à des milliers de soldats allemands dans son propre pays, qui se retourneraient contre eux s'ils changeaient de camp. Par conséquent, Badoglio a dû avouer ouvertement son soutien continu à Hitler et au fascisme, mais en même temps, il a entamé des négociations secrètes avec les Alliés pour un armistice. En septembre 1943, ces négociations comprenaient des plans pour que le plus grand nombre possible de navires de la flotte italienne se rendent à Malte et se rendent à la Royal Navy stationnée là-bas. À bord du cuirassé Roma, l'amiral Carlo Bergamini se préparait à diriger la flotte italienne dans une opération pour s'opposer aux débarquements alliés à Salerne. Et donc, lorsque le 8 décembre 1943, on lui a discrètement informé qu'un armistice avait été conclu, sa force était prête à prendre la mer immédiatement. Bergamini a reçu l'ordre de prendre sa force de 3 cuirassés, 3 croiseurs et 8 destroyers, et de les emmener à Malte pour se rendre, et donc, peu après minuit, le matin du 9 septembre, il a conduit la flotte en mer, laissant derrière lui et l'Italie dans le chaos. Comme prévu, les Allemands n'avaient pas trop apprécié que leurs anciens alliés changent secrètement de camp, et un certain nombre de fascistes italiens de premier plan étaient également furieux de cette trahison, et les combats ont rapidement éclaté entre les anciens alliés. Malgré ses ordres de naviguer vers Malte, Bergamini avait pris la décision de se rendre plutôt au port italien de la Maddalena en Sardaigne, où le roi Emmanuel III avait été autorisé à établir un gouvernement libre en vertu des termes de l'armistice avec les Alliés.
Naviguant à travers la nuit, à 0600 heure, ils ont été rejoints par 3 autres croiseurs italiens sortis du port de Gênes, et ils ont navigué autour du nord de la Corse avant de se diriger vers le sud en direction de la Sardaigne. Aux premières heures, les avions de guerre alliés ont repéré la flotte italienne dirigée par le Roma, mais n'ont pas attaqué, ce que Bergamini a considéré comme un bon signe. Après avoir navigué toute la nuit, vers 1200 heures le jour suivant, Bergamini a ordonné aux flottes de se diriger vers la Medellina. Mais moins de 2 heures plus tard, la terrible nouvelle est arrivée que le port était tombé aux mains des Allemands, et n'était plus sûr. Bergamini n'avait maintenant d'autre choix que de faire demi-tour et de conduire sa flotte vers la Méditerranée et de se diriger vers Malte. Peu après 1400 heures, les guetteurs à bord du navire italien ont repéré des avions à 2 moteurs approchant leur position. Ne sachant pas s'ils étaient alliés ou allemands, Bergamini a donné l'ordre de ne pas tirer d'armes tant qu'il ne pouvait pas en être sûr, mais les avions sont restés hors de portée de leurs canons. Les avions jumeaux ont alors commencé à larguer des bombes depuis une haute altitude et loin en mer, qui ont atterri loin dans la distance, envoyant de grands panaches d'eau dans l'air lorsqu'ils ont explosé, mais ne posant aucune menace pour les navires italiens. Bergamini et ses officiers ont trouvé l'attaque déconcertante, car les tactiques utilisées par les avions attaquants n'avaient aucune chance de les toucher. Et il a donc interprété l'acte comme un avertissement allemand, leur signalant que s'ils envisageaient de faire défection en faveur des Alliés, ils seraient coulés. En fait, il est plus probable que ces bombes étaient des Fritz X qui, pour une raison quelconque, n'avaient pas fonctionné correctement. Puis à 15h30, les bombardiers sont revenus, et cette fois, il n'y avait aucun doute sur leur identité. Les guetteurs les ont identifiés comme 6 Dornier d'eau 217 volant à 18 377,96 mètres et ont signalé que chacun tenait une seule grosse bombe sous leurs ailes, coincée entre leur moteur et leur fuselage. Comme lors de l'attaque précédente, Bergamini était déconcerté par le largage des bombes loin des navires italiens et à des hauteurs qui rendèrent leur atteinte quasiment impossible. Cette fois, les guetteurs ont indiqué un comportement étrange des bombes. Au lieu de tomber directement dans l'océan, elles glissaient en réalité vers eux. Directement vers eux. La première bombe, Fritz X, a atterri à Stone du cuirassé Latorio, qui avait été renommé Italia peu de temps auparavant, explosant à quelques mètres seulement dans l'eau, endommageant le gouvernail et empêchant le navire de pouvoir diriger. Alors que l'équipage de l'Italia menait une bataille désespérée pour reprendre le contrôle de leur navire, le reste de la flotte italienne s'efforçait de comprendre ce qui venait de se passer. Certains des guetteurs ont rapporté que la bombe semblait être équipée d'ailes et se déplaçait comme si elle était sous contrôle, se dirigeant droit vers l'Italia. De manière tout aussi curieuse, le bombardier qui a lancé l'arme a volé droit et à niveau jusqu'à ce que son arme touche l'eau, au lieu de se détourner, comme c'est généralement le cas une fois qu'un bombardier a largué sa charge. Juste 15 minutes plus tard, la prochaine bombe allemande a été larguée depuis un Dornier en orbite que les canons italiens étaient incapables d'atteindre à la portée et à la hauteur où il opérait. Le bombardier allemand a choisi sa cible et a guidé son arme vers elle. Cette cible était le Roma. La lourde bombe guidée perforante de 345,36 kg a atteint une telle énergie en tombant que lorsqu'elle a frappé le cuirassé sur son côté tribord arrière, elle a percé directement le pont blindé, puis plusieurs autres ponts avant de pénétrer dans la coque elle-même. Là, elle a explosé sous la quille du navire avec un effet dévastateur. Les salles des chaudières et la salle des machines se sont remplies d'eau de mer, désactivant 2 hélices à bord, laissant le puissant navire limité à seulement 12 nœuds, tandis que des courts-circuits électriques ont déclenché des centaines de petits incendies dans toute la partie arrière du navire. Incapable de s'arrêter et d'aider alors que d'autres avions allemands apparaissaient, le reste de la flotte italienne a commencé à dépasser le Roma, qui perdait rapidement de la puissance. 7 minutes plus tard, les Allemands ont lancé une deuxième attaque sur le cuirassé, mortellement blessé. À 1552 heures, le Roma a été touché par une deuxième bombe, encore du côté tribord, cette fois en explosant à l'intérieur de la salle des machines la plus avancée et en allumant le magasin pour la tourelle numéro 1, qui a déchiré la coque, provoquant davantage d'inondations importantes. Quelques instants plus tard, les magasins de la tourelle numéro 2 ont explosé, faisant sauter toute la tourelle dans les airs et détruisant la superstructure avant dans le processus, tuant Bergamini, qui avait été totalement incapable de contrer les armes allemandes utilisées contre lui. Sur les ponts supérieurs,
Le navire, autrefois élégant, était un gâchis de métal calciné et tordu, englouti dans la fumée et les flammes, tandis qu'en dessous, l'eau remplissait rapidement chaque espace sur chaque pont. À 16-12 heures, le Roma était à l'agonie et a commencé à couler par l'avant avant de chavirer puis de se briser en deux, disparaissant sous les vagues à 16-15 heures, emportant 1253 de son équipage dans une tombe aquatique. La flotte italienne a continué à naviguer, stupéfaite par l'efficacité de l'attaque allemande qui avait anéanti leur navire amiral avant d'être internée à Malte par les Alliés pendant une grande partie du reste de la guerre. Peu après l'attaque sur le Roma, le Fritz X a de nouveau été utilisé au combat contre les Alliés, endommageant les croiseurs américains United States Ship Savannah et United States Ship Philadelphia, ainsi que le croiseur britannique Her Majesty's Ship Uganda et le cuirassé Her Majesty's Ship Warspite. Les Alliés ont été naturellement alarmés par cette nouvelle arme allemande, mais ont très rapidement découvert qu'elle avait ses lacunes qui pouvaient être exploitées pour annuler son efficacité. Le signal radio qui commandait l'arme, par exemple, s'est avéré être sujet au brouillage, le rendant simplement une autre bombe non guidée. Cela signifie que non seulement le Fritz X a contribué à forger le premier chapitre de l'armement intelligent, mais il a également joué un rôle dans la naissance de la guerre électronique, un autre élément clé du conflit moderne. Cependant, de loin le plus grand obstacle à l'utilisation réelle de l'arme par les Allemands à son plein potentiel résidait dans le fait que l'avion de lancement devait voler droit et à niveau jusqu'à ce que la bombe atteigne la cible, pour permettre à l'opérateur de voir la cible pendant toute la durée de son vol. Avec chaque jour qui passait après le naufrage du Roma, la Luftwaffe allemande perdait de plus en plus le ciel au profit des Alliés, qui pouvaient envoyer des vagues de chasseurs contre toute attaque aérienne allemande. Un bombardier volant droit et à niveau était donc une proie facile pour les Mustang, Hellcats et Spitfire lourdement blindés. Si le Fritz X était apparu 2 ans plus tôt, il aurait peut-être apporté une contribution beaucoup plus significative à l'effort de guerre allemand. En l'état, le naufrage du Roma par cette première bombe intelligente a simplement allumé la flamme pour les bombes guidées de précision d'aujourd'hui, hautement avancées, extrêmement précises et extraordinairement mortelles. Et voilà l'histoire du cuirassé Roma et la naissance de la bombe intelligente. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.